Alors, vous juste, peut-être rapidement vous vous présentez, comme ça au moins, bon, Marco Landi. Marco Landi, emprunteur, je fais des aides aux jeunes parce qu'ils puissent commencer leur start-up. Bravo. Stéphane Bouissot, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université en sciences de la Terre et je m'occupe de deux diplômes, un master qui s'appelle Gestion de l'environnement et développement durable depuis une douzaine d'années. Et puis depuis l'année dernière, je m'occupe également d'un diplôme universitaire en partenariat avec la ville de Montsartou qui forme des chefs de projet en alimentation durable. Daniel Svessi, chef d'entreprise avant tout, donc je gère un petit groupe donc composé familial, composé d'une quarantaine de personnes dans l'éclairage LED. Et en particulier, donc, ce soir, donc, ce qui m'occupe, c'est que je fais partie également des créateurs de cette chaire, en tant que président de l'UMM 06, donc un syndicat patronal s'occupant de la métallurgie et des métiers connexes, donc une particularité, un syndicat qui s'intéresse au devenir de ses salariés. Et également, donc, je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et vice-président de l'UPE 06, donc attaché à tout ce qui touche au social et en particulier à la formation. Frédéric Covadien, chef d'entreprise aussi, consultant, et ce qui m'amène ici, c'est un de mes projets qui a été créé, qui est le monde de l'édition. Voilà, donc Jérôme Magaille, anthropologue au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. C'est bien parce que là, on va avoir, dans la diversité des profils, on va avoir des choses à dire. Alors, justement, on va peut-être. Alors, tout le monde se repasse le micro. Je vais donner la parole justement à Stéphane, puisque pour commencer par envisager, qu'est-ce qu'on pourrait penser comme. Quand on parle de ressources, qu'est-ce qu'on entend exactement par ce thème-là et comment on est producteur de ressources quand on est en même temps penseur et qu'on anticipe sur l'avenir en étant celui qui transmet. Alors, les ressources, elles sont multiples. La première chose qui a peut-être pas été beaucoup dite aujourd'hui, c'est le fait qu'on consomme actuellement, notre civilisation consomme beaucoup de ressources, c'était dit un petit peu par Mathéo, voilà, que pour continuer sur le chemin que l'on a pris, voilà, on aurait besoin de 5 planètes pour notre produit, en ce qui concerne notre consommation de ressources, 3 planètes pour gérer nos déchets, donc en tout cas ça c'est un problème. Voilà. On a un certain nombre d'évidences sur le fait que ces problèmes vont arriver assez rapidement en termes de réchauffement climatique, avec un certain nombre de rapports du GIEC notamment qui montrent que d'ici à 2050 on va avoir un réchauffement qui sera de 1,5 degré à 2 degrés. Et puis selon le chemin que l'on va prendre assez rapidement, ce réchauffement climatique va pouvoir s'amortir, voire augmenter de façon assez dangereuse d'ici la fin du siècle. Voilà. Donc voilà un peu le contexte, me semble-t-il, dans lequel il faut aussi imaginer les villes du futur, avec des villes qui donc concentrent la population. Aujourd'hui, c'est 50% de la population qui vit en ville, ça sera 75% en 2050. L'accroissement va se faire plutôt dans les pays en voie de développement. Qui consomment des zones de forte population, bien sûr, qui consomment beaucoup d'énergie et de ressources, à peu près 80%, et qui émettent également beaucoup de gaz à effet de serre. Alors là, on est donc dans l'idée de la ressource comme étant un problème. Alors je retourne à l'anthropologue. On a vu des civilisations, qui à un moment donné ont eu un problème de ressources au point de disparaître. Le climat était un problème aussi, parce qu'on a eu des aires glaciaires. Il y a des hypothèses, notamment sur la disparition des Mayas, ceux qui ont fait de grands temples aussi. Ils pensent qu'ils ont surexploité leur environnement et c'est comme ça qu'ils ont disparu. Alors, il faut voir ce que ça vaut. Je ne suis pas spécialiste de cette période et cette ère géographique, mais ça serait intéressant en effet de regarder. Aussi, pourquoi finalement, même le modèle égyptien au temps des pharaons n'a pas perduré, pourquoi ils ne continuent pas à faire des pyramides, c'est aussi intéressant de savoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est hier dans l'histoire de l'humanité.
Et puis il y a les observations qu'on fait nous-mêmes avec les nomades, c'est que moi-même, étant sédentaire, on se disait, ah ben tiens, on a une mamie là, sous sa yourte, ça serait pas mal de lui apporter si on peut, voilà, une machine à laver ou des choses. Mais non, ils veulent pas être encombrés. Selon les cadeaux que vous leur amenez, ils disent, mais non, moi ça va pas sur mon chariot, ça, c'est du superflu. Donc il y a aussi une mentalité très enrichissante pour nous qui montre que finalement, oui, nous, chez les sédentaires, on a tendance à remplir nos greniers. Voilà, d'ailleurs, quand on doit déménager, on s'aperçoit qu'il faut en jeter les 3 quarts. Et on l'a pas chez eux. Là, on sait que pour le coup, ça ne sera pas une civilisation qui sera atteinte par sa surexploitation de ses énergies et de son environnement. Donc là aussi, c'est une leçon peut-être qu'il faudrait examiner aussi profondément, parce qu'on va vous dire qu'en Occident, c'est aussi ce superflu qui a permis le progrès. Je me souviens même d'études anthropologiques, ethnologiques sur les foires, mais depuis un siècle, où les foires où on s'amuse, finalement, c'est là où on montre les dernières techniques qu'on va après utiliser. Voilà. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Et de ce côté-là, c'est vrai que les nomades, dans leur relation avec l'environnement, sont quand même intéressantes. Un nombre défini d'objets dont on a vraiment besoin, sa richesse, on la porte sur soi. D'ailleurs, c'est toujours de belles ceintures. On l'a déjà au temps des nomades de l'âge du bronze. On porte la richesse sur soi, et puis quelques meubles, hop, on plie et on s'en va. Donc pas de ce que j'appellerais du superflu. Voilà. Et on pourrait presque faire la transition vers quelque chose de complètement, c'est le monde opposé, je m'adresse à Marco Landi, à savoir que peut-être que cette volonté alors on sait qu'aujourd'hui l'homme est son confort, il est consommateur, etc. Mais quand même on a remarqué que depuis quelque temps, c'est vrai que si on laisse le choix d'objets sur des tables, la première chose qu'on ne veut surtout pas oublier, en dehors des clés de sa voiture, c'est son téléphone. Donc on passe penser dans son téléphone, dans un objet tout petit, on concentre un ensemble de choses transportables qu'on appellera les données. Et vous avez travaillé à cette transformation de ce monde qui a capté la donnée, la ressource, c'est la donnée. Avant tout, un comment sur Smart City. Smart City en français signifie ville intelligente. Mais ville intelligente, il ne devient pas par elle-même. Il faut que les élus, les citoyens et les entreprises deviennent intelligents. Ils comprennent qu'on ne peut pas continuer dans la même situation dans laquelle nous on est. Il faut comprendre que ville intelligente signifie qu'il faut une volonté politique qui ne soit pas seulement sur la ville. Parce que vous ne pouvez pas imaginer Nice, une ville intelligente, et après tout autour dans le département, pas un département intelligent. Et même pas un département dans la région et après dans l'État. Il faut l'État intelligent. Et là, c'est grave. Parce que si, comme je dis, ville intelligente, peut-être seulement si les gens sont intelligents, mais si on continue à voter des gens, comme en Amérique, qui dit qu'il n'y a pas de changement climatique, on ne va pas changer. Alors, venons au téléphone. J'adore quand je parle avec Marco Landi, nous partons toujours très loin. Donc, venons au téléphone, parce que moi j'ai travaillé pour Apple Computer, j'ai connu bien Steve Jobs, c'est moi-même que je l'ai rembauché après 11 ans qu'il était viré par Apple. Et qu'est-ce qu'il est dans ce téléphone? Lui, nous on l'appelle téléphone, mais il n'y a pas plus un téléphone. Là-dedans, vous savez, tout ce qui vous sert pour la communication, pour l'entertainment, pour vous conduire dans la ville, les GPS, toutes les applications. Alors là, vous avez vraiment quelque chose qu'une ville intelligente devrait utiliser pour nous rendre la vie plus confortable. Parce que tout se passera par là, par quelque chose, par des applications, par des plateformes qui doivent être créées, qui doivent être inventées, de façon qu'il y a toute une connectivité incluse dans la voiture qui va nous permettre d'avoir une vie meilleure
Moi, j'ai quelques doutes. Alors, quand on pense, il me regarde avec un sourire, alors, c'est le chef d'entreprise qui va répondre ou c'est le patron de... Mais écoutez, on ne peut pas se dissocier l'un de l'autre, hein. On reste ce que l'on est. Mais il est vrai que cette fameuse ville intelligente, elle a deux problématiques à aborder. Alors, vous avez parlé des ressources tout à l'heure. Alors nous, déjà, dans l'industrie, dans le monde industriel, et en particulier dans ce pays, où on sait faire plus que les autres, c'est-à-dire nous contraindre chaque fois un peu plus, on a pris un peu d'avance, on va dire, dans la réflexion, pas forcément dans les résultats, mais dans la réflexion, on a pris un peu d'avance dans le sens où, quand on conçoit, et là je parle pour quel que soit le type d'entreprise, pour les côtoyer des TPE aux grands groupes, bon, les grands groupes sont dans la boucle depuis très longtemps, mais les TPE également s'y sont mis, on conçoit avec cette réflexion de l'utilisation des ressources. Et ça, je pense que c'est très important à savoir parce que ce monde industriel tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pour ça que dans cette Smart City, j'aime bien qu'on parle aussi de Smart Industry. D'ailleurs, Bruno disait il ne peut pas y avoir une cité intelligente si elle ne conçoit pas une industrie intelligente autour d'elle. Et cette industrie intelligente, aujourd'hui, elle se décline sur tous les spectres. Elle n'est plus simplement du type du temps de Zola, simplement à la productivité pure. On voit que l'industrie, vraiment, aujourd'hui, s'est emparée de pratiquement tous les secteurs. Et l'utilisation des ressources devient capitale. Comment arrivons-nous à produire avec moins? Comment arrivons-nous à recycler? Comment arrivons-nous à travailler sur des circuits courts? C'est l'enjeu dans lequel nous nous sommes inscrits aujourd'hui. Et il est vrai que pour pouvoir mener ce pari, on ne peut pas le mener sans avoir une aide aujourd'hui poussée presque à l'extrême. L'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, est un des outils. Les capteurs en sont les réceptacles. Comment on va pouvoir manager l'ensemble pour que nous puissions prendre la décision à l'instant T? Ce sera la gageure de la réussite de cette approche. Alors là, ça renvoie à quelque chose dont on parlait tout à l'heure. C'est dommage parce que je crois que les deux intervenantes de la pandémie sont parties. Quand on a posé la question du bien-être dans la Smart City, c'est vrai que la valeur humaine, qui est la valeur de cette philosophie de vie, le cours du lard, c'est l'humain au cœur de la ville. On se rend bien compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant, c'est qu'il a fallu poser d'abord le problème du point de vue effectivement de la ressource, de la gouvernance et d'une dynamique industrielle pour pouvoir envisager cette totalité. Et le bien-être, malheureusement, vient après. Oui, mais ça c'est parce qu'on voit ça du côté matérialiste dans lequel on s'est inscrit depuis tant de générations. Pourquoi un syndicat comme le nôtre s'est engagé dans cette démarche philosophique? Tout simplement parce que derrière, il y a des entreprises qui se posent cette question en replaçant l'homme au centre de l'entreprise. On sait très bien qu'aujourd'hui, alors c'est sûr que c'est un peu de protectionnisme qu'on fait vis-à-vis de la machine, hein. On commence à avoir un peu peur, hein. On se rend bien compte qu'aujourd'hui la machine nous supplante sur beaucoup de domaines, et d'ailleurs nous rend peut-être la vie plus facile ou plus sûre. Je veux parler des programmes médecine et autres. Donc ces éléments-là font qu'on prend un peu de recul en disant qu'est-ce qu'on devient dans cette future cité de demain. Donc là, c'est un peu de protectionnisme. Mais d'un autre côté également, c'est comment l'homme, qui est quand même créateur de tout ça, garde la maîtrise. Et pour la garder, s'il ne se replace pas à quelque niveau que ce soit au centre du débat, il est clair qu'on s'en extrait très vite. Et qu'on tombe dans ce qu'on a fortement critiqué chez nos enfants, nous les quinquagénaires, c'est ce côté détachement de l'être humain et rapprochement à l'outil, entre guillemets, qui est l'Internet, le média virtuel, la relation virtuelle, pour laquelle on a bien vu que ce n'était pas forcément la meilleure des solutions. Donc, se reconnecter aujourd'hui, c'est une question de fond. Si on continue à rester dans le matérialisme et qu'on ne crée pas des chairs comme celle qui a été mise ici en place, c'est-à-dire qu'on ne se crée pas des moments de réflexion, il est clair que le risque est assez grand. Alors c'est bien parce qu'on a la bascule sur la dématérialisation, donc je vais passer au livre. Vous m'avez bien aidé. La parole à l'éditeur, justement, à un nouveau modèle, certainement. Et est-ce que le livre, parce qu'il y a l'attachement au papier, mais est-ce que justement l'économie peut-être de ressources ou d'énergie, le livre numérique fonctionne bien, et est-ce qu'il y a une parade ou un modèle qui pourrait faire que peut-être on consomme plus intelligemment, y compris pour du papier? Bon, alors, moi je trouve tout ça trop réaliste ou trop irréaliste. Et je vais rester sur l'humain. Et d'ailleurs, on aurait dû plutôt dire dans le titre, non pas création et ressources, mais ressources et création. Je changerai pour la prochaine fois. Pourquoi? D'abord, il faut partir du fond. Qu'est-ce que la ressource? La seule ressource qui existe, c'est le savoir. L'accès au savoir. Et ce qu'il y a de plus essentiel, parce que le savoir se transforme ensuite en connaissance.
Que fait-on de la connaissance? Beaucoup de choses. Il y a aussi l'information. Le savoir se transforme en connaissance, en information, et bien entendu ensuite en compétence. C'est ça le rapport à l'humain. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on regarde ce que c'est que l'innovation, la création, parce qu'on parle de création, c'est philosophique aussi dans l'esprit. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas créer sans penser? La pensée, qu'est-ce que c'est? On va la définir un petit peu sur des prédicats amalgamés qui donnent des images mentales, et ces images mentales vont donner des créations. Et la création, l'innovation. Donc, effectivement, sans ressources, pas de création, pas d'innovation. Mais qu'est-ce que c'est la vraie ressource? Voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, cette innovation dans l'espace-temps, elle ne peut pas s'épanouir sans tenir compte du contexte, la ville. Donc, si on ne reparle pas du savoir et de la transmission du savoir, et de comment on va le transmettre avec un outil, dont notamment le livre, qui est un outil essentiel, on verra pourquoi, on ne part pas à la base du fondement de ce qu'est l'homme dans la cité. Et ce qui est intéressant en France, c'est qu'on n'est pas du tout discipliné. Et c'est un paradoxe, parce qu'on est dans le truc paradoxal. En France, on n'est pas du tout discipliné, et tant mieux, parce que le manque de discipline, on décapite un roi, sous les pavés la plage, les gilets jaunes, tout ça, finalement, c'est l'émergence d'une nouvelle société. Tant mieux. Mais le paradoxe, c'est qu'en France, on aime trop la discipline. Alors on s'est dit, tiens, on va créer des disciplines depuis la nuit des temps, les mathématiques, la philosophie, on a tout dissocié, on a tout déconstruit. Pourquoi? Parce qu'on a trop lu Descartes. Cause à effet. On n'a pas assez lu Pascal. Et Pascal qui nous dit que l'homme à venir est un homme, est un tout ensemble qui apprendra continuellement. Voilà, on rentre dans ce monde aujourd'hui de la globalité, où en fait on est en train de casser les disciplines. Enfin, ça fait 30-40 ans qu'on attend ça. Voilà, et tout ça, toute cette énergie, tout cet argent, toute cette valeur ajoutée perdue depuis des siècles, enfin depuis au moins un siècle, en fait on fait le tour, et enfin on arrive à l'élément essentiel de la transmission, qui est le livre. Le livre papier. Parce que le livre numérique, ça ne marche pas, et tant mieux. Pourquoi? Parce que le livre papier est un outil excellent d'échange humain. C'est un outil, des fois, pour l'auteur, qui est un outil thérapeutique, parce que d'écrire, pour lui, c'est thérapeutique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il crée du lien. Et ce lien est incroyable. C'est que 15% des personnes qui achètent des livres seulement les lisent. Finalement, pour eux, le livre, c'est un moyen d'être en relation avec celui qui a le savoir, qui va nous donner l'information, qui va peut-être aussi se transformer en compétence. Seulement, l'objet du livre est fixe, il reste dans le temps immuable. Voilà. Qui dit compétence, plus importante dans l'entreprise. Faire l'adéquation citoyen-entreprise, emploi-formation, c'est la grosse problématique qu'on a dans la société en premier. Voilà. Donc, repensons l'humain d'abord. Alors justement, ça me fait repenser quelque chose, parce qu'on parlait d'une forme de nomadisme avec la nécessité de voyager léger. Moi, ça me fait penser à Zoroastre, quand justement, il transmettait les gathas, donc c'était des chants, et ces chants, c'était toute l'oralité, c'était toute l'histoire d'un peuple, en fait, et comme on ne pouvait pas tout transporter avec soi, on transmettait par la parole, on répétait, d'ailleurs, souvent les choses, de manière à ce qu'on les retienne, et cette mémoire elle était essentielle, parce que c'était celle qui permettait une transgénération, et donc on était dans la temporalité, dans une capacité de transmettre. Aujourd'hui, et finalement c'est un peu tout ce qu'on a voulu dire pendant 2 jours, on n'est plus seulement sur la ville intelligente, mais si on est amené à la penser et à l'anticiper pour 2050, mais je dis qu'elle est déjà en route, c'est quand même plutôt l'intelligence de la ville. Et là, effectivement, pour revenir à la question, et je vais la poser à mon collègue de l'IMRED, ressources, oui, difficultés avec les ressources, mais il y a l'enseignement, puisqu'on était dans la problématique des savoirs, la transmission des savoirs. Est-ce que justement, dans l'éducation et dans la façon dont on transmet aujourd'hui au cœur même des instituts, l'IMRED est un exemple, comment on pense avec intelligence une ville pour demain, en prenant en compte la donnée écologique. C'est une question compliquée. Oui, je
je sais pas, on essaie de faire des formations qui soient intelligentes, qui justement sont ouvertes vers le monde professionnel, puisque moi je m'occupe d'un master depuis 12 ans qui est en apprentissage, où 80% des intervenants sont des professionnels, qu'ils soient dans des entreprises privées, qu'ils soient dans des collectivités. Donc voilà, les étudiants étant apprentis, ils mettent en pratique au fur et à mesure. Voilà, donc il me semble que, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà, ce type de formation qui va grandissant, l'apprentissage a connu un essor assez important ces dernières années en France. Les premières années, je voyais les étudiants arriver dans mon master en me disant voilà, je veux faire le master mais pas en apprentissage. Et aujourd'hui, tous viennent parce qu'il est en apprentissage. Voilà. Donc, voilà. Et le DU avec Montsartou, c'est pareil. L'idée même de la formation est venue plus de la ville que de moi en réalité. Parce qu'ils ont acquis un savoir sur une méthodologie, sur l'alimentation, en faisant des cantines 100% bio, etc. Qu'ils sont sollicités par d'autres collectivités pour développer leur modèle, voilà, que les collectivités ne savent pas trop comment faire. Donc c'est avec la ville qu'on a monté une formation pour transférer. Voilà. Et justement, Daniel, j'allais vous demander, parce que le syndicat, c'est aussi celui qui crée au moins l'idée de la ressource. Et quand on parle de la ressource, c'est une ressource immatérielle en réalité. Moi, je voudrais aborder déjà sur la partie apprentissage. Donc, mon voisin vient en effet de citer l'essor de l'apprentissage. Mais ça, c'est sur les niveaux 4, 3, 2, 1. On le voit beaucoup moins en partie basse, où l'apprentissage, c'est l'échec dans notre société. Et le modèle est en train complètement de changer. Alors, il change pourquoi ? Non pas parce qu'on espère trouver plus de travail à travers cette voie. C'est que je crois que pertinemment, il y a eu une tranche d'âge qui est la nôtre, grosso modo, qui était basée sur cette espèce de mandarinat d'éducation où il y avait les sachants d'un côté, et puis il y avait le peuple de l'autre, et puis on suivait des voies rassurantes qui nous amenaient à la hauteur de ce que nous pensions pouvoir aller, ou que nos parents pouvaient financer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la relation à la vérité, c'est-à-dire à ce qui se passe dans la cité en fait, donc dans l'entreprise, devient la vraie vérité. Excusez-moi, après dans le vrai on mettra ce qu'on voudra, mais on a cette relation à la vraie vie qui commence à interpeller beaucoup plus que ce que ça interpellait avant, où on attendait le fatidique moment où il fallait rentrer dans la vie active. Ceux qui sont encore dans cette tranche-là ont des problèmes d'ailleurs pour accéder à la vie active. Et donc cette passerelle, elle devient importante parce qu'elle montre bien que philosophiquement, on arrive à faire un tout de la vie dans laquelle on est. Et ce qui n'était pas forcément encore gagné il y a encore quelque temps. Et en particulier au sein de l'éducation nationale et de l'université, on avait du mal à imaginer qu'on puisse parler avec les acteurs économiques. C'était pour plus tard cette relation. Aujourd'hui, on marche ensemble, et la preuve, ces apprentissages dans les hauts niveaux marchent toujours très bien. On espère faire de même pour le reste de tous les niveaux, pour que la cohésion totale existe entre la cité et le travail. Parce que le travail, il ne faut plus le prendre simplement comme une voie de ressources financières, mais comme réellement un épanouissement, mais dans un monde qui n'est plus celui qu'on avait avant, où on était dans le métro boulot dodo. Là, c'est je travaille dans un monde qui continue à être ce que j'ai envie qu'il soit. Et d'ailleurs, j'en reprends preuve nos jeunes, quand on les voit aujourd'hui en termes de recrutement, ils ne s'intéressent absolument plus à nous demander combien ils vont toucher, quels sont les avantages qu'ils auront, ce qu'on connaissait encore il y a encore 15-20 ans. Aujourd'hui, ils me demandent pourquoi je viens chez vous. Qu'est-ce que je viens faire chez vous? Où on va ensemble? Et je ne pourrai pas rester toute ma vie avec vous, puisqu'une fois que l'objectif sera atteint, ma voie continuera. On voit bien cette relation à la vie. Et ça devient très intéressant si on avait toutefois, en tant que chef d'entreprise, à se remettre en cause, parce que ce cap-là, il n'est pas facile. On préférait à l'époque dire, tu auras la jolie montre, tu auras la jolie voiture et tu auras la belle maison, reste avec moi. Si on a ce discours-là aujourd'hui, on n'intéresse personne. Et nous, au niveau du UMM, on a pris ces facteurs-là comme étant des facteurs aujourd'hui de différenciation entre le chef d'entreprise qui reste sur l'ancien modèle et celui qui imagine que ce nouveau modèle a une pertinence si toutefois, en effet, la cité se cadre à ce modèle-là. Parce que si l'entreprise reste simplement dans une activité marketing, malheureusement, on échoue. Oui, parce que là, vous soulevez un problème, enfin en tout cas, vous soulevez un point important,
et je dirais même qu'il est essentiel, c'est qu'il y a dans la conception du travail maintenant quelque chose de très dynamique, avec la notion déjà presque implicite du changement. Avant, on espérait rentrer dans une grosse entreprise, y commencer peut-être manœuvre et finir peut-être cadre de l'entreprise en question, et il y a eu des grandes carrières qui se sont réalisées comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement la moyenne, mais ça va très vite, on reste quelques années, et puis on part si tout va bien, et je dis quelques années parce qu'on peut partir même encore plus tôt, et donc on est véritablement dans ce changement, et puisque vous avez fait une allusion à l'université, qu'est-ce qui a changé à l'université? C'est qu'au départ, l'université formait des intellectuels. Et on considérait qu'il y avait un savoir qui quelque part était sacralisé parce que c'était la figure de l'intello. L'intello qui avait la cote à un moment donné, qui n'a plus la cote du tout. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un c'est un intello, c'est très péjoratif en fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on préfère avoir des profils qui sont capables d'être un peu plus caméléons, plus faciles pour s'adapter, mais en même temps, on ne leur demande pas d'être des moutons, on veut qu'il y ait quelque chose, et même les étudiants sont demandeurs de cette chose-là. Donc on est dans un nouveau monde, dans un nouveau modèle, où on peut mettre en relation l'action, la pensée, et en même temps, ces passerelles qui font que, quand on parle de la chair, et puis pas seulement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les professeurs, les intellectuels sont en relation avec les entreprises, et c'est pas... et ça va revenir aussi sur ce que disait Frédéric, on est content de pouvoir faire de la pluridisciplinarité. Moi, j'ai commencé en philosophie, en faisant la philosophie politique, la philosophie des sciences et autres, et à l'époque, c'était très mal vu. On me disait, tu ne peux pas avoir la connaissance et la maîtrise de tous ces savoirs en même temps, donc ça veut dire que tu vulgarises. Et le vulgaire en termes universitaires, c'était pas bien. Maintenant, c'est nouveau de placer l'entreprise, non pas pour de l'apprentissage avec l'université, mais le fait que les universitaires aillent vers les entreprises en essayant de ne pas galvauder leur savoir. Et ça amène tout un changement. Et ça, c'est plus que de la pluridisciplinarité, c'est en même temps le rapport entre une verticalité et qui fait qu'on est dans un cercle de représentation et pas le grand savoir qui vient d'en haut. Et c'est ce qui régénère, c'est ce qui dit tout. Marc Rolandi, vous, quand vous avez commencé votre histoire, elle est quand même parce que vous avez eu de l'idée, et qu'à un moment donné, il a fallu la porter plus haut ou vous faire entendre. Moi, j'ai eu une grande chance, on est fermé, la chance d'avoir des professeurs d'une machine. Il faut mettre la main en haut du micro parce que sinon vous captez. Des professeurs qui, avant de faire de l'enseignement sur des matières comme la philosophie, ils ont donné des valeurs. Parce que l'école, l'apprentissage, quoi être? Si on ne forme pas des citoyens, si on ne forme pas des gens qui ont des capacités humaines de participer à la vie, de vraiment être des créateurs, mais de préparer une qualité de vie qui soit pour l'homme. Il ne sert à rien. Vous pouvez être quelqu'un qui a fait des études supérieures, mais s'il n'y a pas l'homme avec ses valeurs, on ne marche pas. Moi, je pense que mon succès dans ma carrière, qui était vraiment incroyable, quelquefois moi-même, je me demande comment j'ai fait arriver à être président mondial d'Apple Computer. Mais ce que je vois, ce que je trouve, c'est que je veux des valeurs. Sur ces valeurs-là, après j'ai eu la chance d'être professeur à l'université 1969, il me dit tu peux faire une thèse, quelque chose de particulier sur le digital. Alors imaginez-vous, 1969. Alors sur ces valeurs, une préparation, et c'est là, avec un peu de qualité que ta mère il doit avoir donné, parce que si ta mère ne t'a donné quelque chose dans la tête, tu peux essayer de faire, mais tu ne réussiras pas. Alors, ce que je dis, c'est que moi j'ai toujours dit que si j'aurais une autre vie, je voudrais être ministre de l'Éducation nationale. Parce que réussir à préparer nos jeunes, c'est la meilleure des choses qu'un État devrait faire.
Et l'État, il devrait agir sur ça, État intelligent, pas seulement la ville intelligente. La chose qu'il faut souligner, c'est la différence entre l'éducation et les valeurs. L'éducation, c'est la politesse. L'éducation, c'est ce qui est le préalable à la valeur. Quand tout à l'heure vous preniez l'exemple de dire il y a une cassure et avec les disciplines intellectuelles en citant la philosophie, il ne faut pas passer la philosophie parce que justement la philosophie transmet les valeurs, c'est une sagesse. Dites une autre discipline, ça vous fera plaisir. Vous ne l'aviez pas vu arriver celle-là. Non mais ce qui est vrai, non mais par contre là je vous taquine vraiment, mais c'est ça l'intérêt, c'est de se dire qu'il faut une éducation, il faut avoir des principes en fait. Et à partir de ce moment-là, bah, effectivement, il faut innover. L'innovation, eh bien, passe aussi peut-être par la rencontre d'un maître, quelqu'un qui va vous mettre sur une voie ou un chemin que vous n'aviez pas. Mais tu vois, moi je voudrais insister sur ça. Regardez Steve Jobs. Il n'a pas fait des études. Il n'était pas à l'école. Et il a dit lui-même qu'il était un mauvais écolier. Mais il avait une vision. Il avait des qualités qu'il pouvait vraiment exprimer. Et qui l'a aidé beaucoup, c'était son période en Inde, qu'il a formé et qu'il a préparé avec des valeurs. Mais quand je parle de valeurs, c'est une valeur aussi la discipline. C'est une valeur d'être propre, de ne pas prendre du papier et le jeter dans la salle ou par terre dans la rue. À l'école, il faut apprendre dans la famille avant tout. Mais dans l'école, c'est absolument nécessaire. Parce que, regarde, si tu n'as pas ces valeurs-là, tu ne pourras pas être un bon manager. Parce que tu ne donnerais pas le bon exemple. Et j'insiste que ces valeurs humaines, avant toute autre chose, sont les plus importantes. Alors on va passer le micro à votre voisin. Et alors la transmission, parce qu'à un moment donné, l'enseignant, si on veut rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est quand même celui qui transmet autre chose que... l'université, oui. Oui. Bizarrement, on rentre souvent à l'université parce qu'on est intéressé par la recherche et voilà, avoir un poste académique, c'est la garantie de pouvoir faire son travail de chercheur. Donc on rentre à l'université plutôt pour la recherche. Et moi, au fil des années, je me suis de plus en plus sur les aspects enseignement, parce que voilà, participer effectivement à l'éducation des jeunes, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction. Donc leur apporter des enseignements, mais aussi leur apporter un savoir-être, un savoir, voilà, les pousser un peu dans leur réflexion pour faire avancer leur réflexion, leur évolution. Enfin, voilà, c'est passionnant. Daniel, c'est la quête du sens qu'on peut redonner par un syndicat, parce que le syndicat a quand même une motivation à fédérer. Moi, je suis quand même presque pas surpris, parce qu'on fait partie de ceux qui souvent ramènent ces sujets-là sur la table, mais vous vous rendez compte que depuis 2 jours, on travaille sur la Smart City. On va conclure ce soir. Notre souci encore et notre constat, c'est qu'il nous manque encore le savoir-être. On revient. Alors c'est fou, parce qu'on se pose des questions vraiment fondamentales aujourd'hui pour savoir, dans ce monde cobotisé, robotisé, où quelque part on va perdre la main, comment est-ce qu'on va garder l'homme dans l'action, l'homme dans l'intérêt, l'homme dans sa vie. Et le point de départ, c'est comment est-ce qu'il va y arriver si il n'a pas de savoir-être. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu comme la boucle se boucle? Et ça boucle plus vite que d'habitude, parce que pour moi, si on regarde le cycle dans lequel on a perdu ces valeurs, il est très très court. Autant depuis les années 80, ce monde qui est devenu, dirons-nous, digitalisé, qui se digitalise de plus en plus, ben ça on prend l'évolution technologique, bonne ou mauvaise, on pourrait encore en débattre des heures, mais elle nous arrive et elle nous fait progresser. Autant les fondamentaux qui font que nous continuerons à nous regarder en face et à vivre sereinement les uns les autres avec une valorisation de ce que nous deviendrons passe toujours par le savoir-être. Donc, qu'est-ce qui va faire que dans l'avenir, ce savoir-être reste au cœur du débat? Est-ce que c'est pas par là simplement qu'il faudrait commencer à mettre des moyens et pas simplement dire, mesdames et messieurs, ou jeunes hommes et jeunes filles qui êtes ici présents, comme je répète souvent dans les réunions où je vais, avant de commencer à nous parler où vous voulez aller, commencez à nous dire qui vous êtes. C'est-à-dire, nous, on veut savoir si vous avez le minimum requis pour pouvoir aller vers cette vie qui vous attire.
Mais ça, j'ai l'impression que ces paroles restent un peu en l'air, parce que dans les familles, c'est pas ancré, et cette valeur-là, la rigueur, jeter un pavé par la fenêtre, finir la cigarette et la jeter par la fenêtre, et ainsi de suite. On pourrait en prendre encore des exemples qui, fut un temps, étaient mineurs, mais qui aujourd'hui, on voit l'impact que ça représente, et on voit les questions qu'on se pose sur le recyclage, alors que nous-mêmes sommes aujourd'hui encore revenus sur des basiques pour lesquels on n'a pas répondu. Est-ce qu'on sera capable d'y répondre? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu aussi une sorte de déliquescence de la cité? Parce que quelque part, moi, on se rappelle, enfin moi je me rappelle quand j'étais enfant ou quand j'étais toute petite, si je faisais une bêtise dans la rue, c'était pas forcément mes parents qui me voyaient la faire. Et je me faisais gronder par le voisin, la voisine. Et puis on savait, on avait les adultes qui pouvaient gronder les plus jeunes. Alors je dis gronder, c'est gentil. On avait après un système un peu particulier, c'était le politique, le religieux, le maître d'école. Il y avait vraiment, et tout le monde prenait les relais. Donc j'ai l'impression que c'était en permanence qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Comment? Et une cohérence et en même temps une combinatoire, moins de laxisme, et peut-être plus d'observation de l'autre et de volonté d'être unis dans le rôle d'éducateur et pas forcément la fonction des parents qui doivent éduquer, qui même aujourd'hui d'ailleurs quasiment plus. Alors je me trouve à l'anthropologue, après je vais passer la parole à Frédéric. L'anthropologue, comment ça se passe chez les Mongols dans toutes ces cités un peu différentes, où on n'a peut-être pas la mobilité? C'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer là dans ma conférence, c'est que j'ai pas insisté peut-être dessus, mais en fait ces dernières années les sociétés ont profondément changé au niveau de la cellule familiale. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Bien entendu, je pourrais même vous dire, encore il y a 40 ans, il y avait les grands-parents qui habitaient avec les parents, et les enfants étaient gardés par les grands-parents d'ailleurs. Bon, moi j'en suis un cas d'ailleurs. Je vivais plus avec mes grands-parents qu'avec mes parents qui travaillaient. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, parce qu'en fait, ce qu'évoque le monsieur, c'est que la cellule familiale n'est plus là pour faire la loi dont tu parlais, et qui fait que maintenant, comme il n'y a plus ce rempart du voisin qui s'estimait au temps de la famille pour gronder l'enfant, ou pour le rappeler à la loi même informelle, qu'on dit bonjour, on dit au revoir, voilà. C'est ce qui fait que ces dernières semaines, je ne sais plus quand ça s'est passé, le gamin il finit à genoux avec les mains sur la tête. Voilà. Et que soi-disant on est choqué. Et quand j'ai vu ça à la télé, alors que Ségolène Royal a réagi de façon différemment, elle a dit peut-être j'ai été choqué, mais quand même, peut-être ça leur apprendra à être discipliné. Mais les amis ont piqué. Moi j'ai regardé ça, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, il y avait un parent qui était choqué, c'est l'anthropologue qui vraiment je suis d'accord. Malheureusement dans le monde on voit des choses même pires. Je me suis dit, si mon grand-père était là, il ferait non seulement... j'aurais dit mais qu'est-ce que fout mon gamin là, et puis quand il revient à la maison il va s'en attraper une. Voilà, bon, moi je suis pas pour les pères fouettards, mais enfin voilà, ces dernières 50 années, ce que l'on observe d'un point de vue anthropologique et sociologique, c'est ça, c'est qu'en fait l'apprentissage au niveau familial s'est transformé. Et l'urbain, il fait pour beaucoup. C'est-à-dire qu'à la rigueur, dans les campagnes, ça s'est maintenu un peu plus longtemps, tandis que dans le contexte urbain, bien entendu, que les cellules familiales ont encore plus explosé que dans la... je dirais que dans le rural. Donc ce qui fait que ça, vraiment, il faut le prendre en compte, qu'il n'y a pas de gens fautifs ou pas fautifs. En effet, c'est l'éducation qui a amené là, quoi. Enfin, c'est le contexte social et puis les mœurs également qui ont fait qu'on en arrive là. Et bien entendu qu'à Mongolie, vous allez trouver plus des cellules familiales comme on avait il y a 50, 60 ans. Donc les enfants sont bien éduqués? Les enfants, ils sont assez libres, mais c'est vrai que le contexte familial va être la cellule principale de l'apprentissage. Voilà, donc on va les mettre peut-être pendant la partie hivernale à l'internat, parce que les familles sont nomades, donc elles se déplacent beaucoup, donc ils vont regrouper leurs enfants dans les internats, mais elle est toujours quand même très très présente. Et c'est pas sûr que ça dure non plus. Je pense que malheureusement, avec la mondialisation, tout le monde va être plus ou moins, toutes les sociétés vont être plus ou moins atteintes par de nouveaux mœurs, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tous les cas, c'est vrai que dans la Smart City, il faudra le prendre en compte. Après, de mon point de vue sur l'éducation en France, pour l'avoir vécu comme tout le monde,
c'est que on a, et même dans les années 70, de ce que je me souviens, les années 80, 90, les apprentissages plombiers, menuisiers, c'était vraiment péjoratif. Alors qu'en Allemagne, ils ne l'ont pas fait. Le métier manuel, c'était un métier noble comme les autres. Et je dois dire qu'en France, on a toujours tout fait, y compris dans ma famille, on faisait « il faut que tu aies une bonne situation », elle nous disait ma grand-mère. mais je crois que c'est pas une parole très sage. Je veux dire, si le gamin a envie d'être menuisier, il a envie d'être plombier, et qu'il pense que c'est un métier tout aussi intéressant qu'être prof de fac, il faut le laisser. On n'est pas obligé d'aller à la fac. Et ce qui fait que quand je me suis retrouvé enseignant dans les années 2000, j'ai été étonné du profil de mes étudiants que l'on avait poussé jusqu'à l'université et dont on savait très bien qu'ils arriveraient péniblement en licence et qu'après ils n'auraient rien. Parce qu'en fait, on a choisi certainement là aussi, politiquement, de repousser l'âge le plus lointain pour entrer à Pôle emploi, quoi. Et donc, il faut bien être conscient qu'une politique d'éducation où on ne prend pas en compte le fait que tout le monde doit avoir une place, ça peut aboutir à des choses vraiment terribles. Pour me souvenir de ce qui se passait en maths sup maths P, dans les écoles préparatoires qui sont autre chose que l'université, on prend les meilleurs. Hein. Alors on est à la colle le soir, on fait l'exercice, et puis les 10%, les 15% qui sont les plus mauvais, ben, ils continuent pas maths sup maths P. Donc il y a aussi cet aspect élitiste où on n'essaie pas de se dire ben, finalement, est-ce qu'on ne peut pas trouver une place à tout le monde? Enfin, je suis un peu utopique, hein, mais on a beaucoup de sociétés traditionnelles, entre guillemets, où chacun finit par trouver quand même voilà, une place dans la société. On ne crée pas d'exclus. Donc il faut bien se dire que notre éducation nationale, elle a été quand même assez élitiste, quoi. Donc, il faut bien dire aussi que si on veut que certains soient dépositaires d'un savoir, il faut bien qu'ils l'apprennent et qu'il y ait une part de d'élite. Bien sûr que la société est pyramidale. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire 100% de patron. Quoi. Tout à fait. Et 100% de ministre. Exactement. Alors, je me retourne maintenant vers l'éditeur. Comment alors, le livre, on a dit que bien sûr, il fallait d'un point de vue, le papier, c'est quand même le mieux. Alors comment on crée la ressource, comment on crée un nouveau modèle et comment finalement, entre la culture, l'apprentissage, le respect des ressources, une dynamique avec être porteur d'idées, on peut être autodidacte et brillant, on vient de poser la différence entre des intellectuels, c'est-à-dire l'instruit et l'intelligent. Voilà, il y a des gens instruits et intelligents, il y a des gens bêtes et non instruits, enfin bref. On est toujours dans le même... c'est mal pour eux. Donc, quelque part, comment on fait ensemble tout ça pour créer non seulement de la ressource, de la dynamique, et faire que la Smart City soit le lieu du vivre ensemble où on a réenchanté la totalité? Alors, moi, déjà, je suis contre la discipline. Et, oui, et contre toute la discipline. Je suis contre les diplômes et contre les formations. Parce que, si vous voulez, le gros problème de fond, c'est qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à apprendre, à aller vers la curiosité de l'acquisition ou de la recherche du savoir avant tout. On est dans une société qui est dans la soumission, au diplôme. On n'a que des gens qui rampent et qui pensent qu'ils n'existent que parce qu'ils ont un diplôme. Moi, j'ai fait des études de médecine. Je peux vous dire que les 3 quarts, ils n'allaient jamais en cours. Aujourd'hui, ils sont médecins. 6 ans sans aller en cours, sans aucune formation en psychologie. Quand vous leur parlez, vous avez très peur. Mais ça... Quand le type du labo, il lui dit tiens, il faut donner tel médicament, ça, il sait le faire. Voilà. Et ça, c'est soi-disant l'élite française. Je suis désolé, et c'est pareil dans beaucoup de disciplines. Et en France, il y a 300 000 emplois impossibles à trouver parce que les formations n'existent pas. Et de l'autre côté, vous avez 25 000 formations, dont la majorité n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que ce sont des budgets d'État qui sont pris pour créer des diplômes. Combien de diplômes sont créés pour capter de l'argent de l'État, faire vivre des professeurs? Donc, voilà, moi je suis un irréductible du système. Je considère qu'il y a tout à revoir.
Surtout, tout recentré autour du savoir, de l'acquisition du savoir, pour que le savoir-être corrèle le savoir-faire. Le savoir-être et le savoir-faire vont corréler par la compétence, donc savoir, connaissance, compétence, savoir-être, savoir-faire. Ensuite, bien sûr, il faut un endroit, un lieu, un produit, quelque chose pour rassembler tout ça. Moi, je considère que c'est le livre. Le livre, c'est le livre depuis la nuit des temps, de l'Ancien Testament, passant par le Nouveau Testament. Le livre, c'est ce qui a conduit l'être vers le dépassement de lui-même. Parce qu'à travers le livre, à travers l'acquisition du savoir, on n'a même pas besoin de faire des études. Je vous dis, je reprends encore la médecine, les 3 quarts apprenaient sur des bouquins. Ils n'avaient pas besoin d'aller en cours. Donc, à quoi servent les cours? À rien. Donc, je pense que la plupart des chefs d'entreprise ici, dont moi-même, ont réussi peut-être à faire des choses juste parce qu'ils sont, tout simplement. Ils n'ont pas eu besoin de faire valoir qu'ils savent résoudre une courbe de Gauss, le théorème de Pythagore, et tout le reste. Voilà. Bon, ça peut aider. Ce qui est intéressant dans l'université, c'est que ça apprend à cognitiver, ça apprend à faire des synthèses, ça apprend à faire des modélisations. Ben oui, la vie, c'est une modélisation de processus en processus. La finalité, donc, c'est le livre. Le livre, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien dans l'idée de la Smart City et dans la dimension qu'il prend, tout en restant un objet fixe et en papier, il y a ce qu'on a maintenant énormément de facteurs qui viennent s'ajouter, comme la réalité augmentée, comme on peut y insérer de la vidéo, ça devient un outil d'apprentissage aussi, ça devient l'outil qui peut remplacer énormément de choses. Ça peut être un outil qui centre en lui-même, dans un seul livre, des milliers d'heures de cours. On peut faire un master 2 juste avec un bouquin. Bon, ça serait un plaisir fou pour moi, de faire un master 2 juste avec un bouquin. Voilà. Alors justement, comment on rattache ça au territoire? Parce qu'on est quand même dans la Smart City, et je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui, dans la Smart City, deviennent dématérialisées. Il y a toute une part de la pensée, ou même de tout ce qui est connectique, des GAFAMA qui interviennent aussi. Donc il faut bien réenchanter un territoire et reprendre le bon sens de la terre, finalement. Daniel. Réenchanter un territoire, je pense que Marco l'a dit, c'est un des sujets sur lesquels il travaille en ce moment. C'est pas que je veux prendre la parole, mais je sais qu'il est assez impliqué territorialement pour faire que ce territoire, à travers une modélisation digitale, ait un sens. Marco, je ne me trompe pas? Non. Donc, je te donne la parole, sinon je vais te squeezer sinon. Mais, vas-y, je parle, ok. Donc, nous, aujourd'hui, le territoire, on a la chance d'avoir un sacré territoire. Déjà, profitons. On a aujourd'hui ces deux jours de réflexion dans ce territoire des Alpes-Maritimes qui est les plus beaux du monde. On a la chance d'avoir une mer extraordinaire, des montagnes, un meilleur pays. Enfin, qu'est-ce qu'on vient réfléchir à tout ça alors que tout va bien ici, on pourrait nous dire? Justement, qu'est-ce qui va faire que ce territoire va rester, entre guillemets, ce qu'il est censé être? Et je m'écarte un petit peu des orientations, entre guillemets, de nos politiques, qui y veillent, mais qui sont des fois sur des tempos un peu courts dans lesquels, en fait, une réélection est le point de chute. J'aimerais bien me positionner un peu plus loin et me dire qu'on a un territoire dans lequel un dialogue vraiment construit existe. Ça, c'est extraordinaire, attention. On a un territoire où, que ce soit de la formation, en passant par toutes les structures, qu'elles soient institutionnelles, privées, d'entreprises, syndicales, et politique, je vais quand même les mettre dans le cas, parce que même c'est eux qui font la politique, discutent dans un sens pratiquement commun. Alors après, il y a quelques divergences qui sont souvent budgétaires, qui font qu'on va plus ou moins vite, mais le sens est commun. Donc ce qui fait que dans les projets qu'on peut mettre en place territoriaux aujourd'hui, on a une pertinence dès lors que le sujet est un sujet d'actualité, quelque part. Alors après, que derrière, on soit plus ou moins, dirons-nous, porteurs. Parce qu'attention, quand j'ai proposé de partir avec ces syndicats en tant que président sur cette chaire, en disant avec les acteurs, que sur les acteurs de terrain, les entreprises, on va vous suivre pour essayer de créer une dynamique, on m'a pris pour un fou. Moi, dans 3 ou 4 réunions, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? On est un syndicat patronal, on est là pour éviter de payer trop d'impôts, on est là pour essayer de payer le moins possible des salaires, on est là pour gagner du pognon.
s'il vous plaît, on pense à autre chose. Je pense que, heureusement, les gens qui vont interpeller font partie, entre guillemets, pour moi, de l'ancienne vision du monde, quoi. Et quelle est cette vision du monde dans laquelle on se met? Eh bien, ce territoire a décidé d'en faire aujourd'hui à travers les smart grids, les réflexions sur les flex grids, on parle de la smart cité bien sûr, mais également les enjeux que seront demain le positionnement des acteurs qui sont dans le tourisme, dans la restauration, qui sont dans les services, mais également en industrie. Aujourd'hui, l'industrie, c'est quand même la deuxième plus forte activité en termes de chiffre d'affaires. On le dit souvent, on l'oublie parce qu'on se base sur les chiffres INSEE qui font qu'on passe pour les derniers bientôt, parce que les chiffres INSEE, il y a presque un siècle et demi, font paraître l'industrie à travers les hauts fourneaux. Bon, il n'y a pas de hauts fourneaux dans le 06, hein. Mais par contre, quand on arrive à décrypter ce qu'est l'industrie aujourd'hui dans ce territoire, ça fait pratiquement 16 milliards de chiffre d'affaires, 70 000 emplois. Donc nous, lui-même, on se dit que c'est un facteur sur lequel il faut qu'on travaille, mais qu'on y travaille non pas simplement, entre guillemets, pour gagner du pognon, je vais faire vulgaire. Ok, on n'est pas des philanthropes, il faut que l'entreprise gagne de l'argent, si elle veut se développer, mais avant tout, comment est-ce qu'on garde ce territoire pour ce qu'il est, avec ses attraits, ses composantes et ses forces qui font qu'on devient quelque part représentatif au niveau de notre planète. Puis d'une identité aussi, parce qu'il y a une identité agroalimentaire, non seulement une identité territoriale, mais même une identité qui, passant par le numérique, parce que je reviens à la Smart City, c'est quand même aussi toute une part de la connectique et de la transposition dans les données. Les données dont vous, finalement, les entrepreneurs, vous êtes très demandeurs, parce que c'est ce qui va vous orienter, en fin de compte, vos choix, alors que peut-être le citoyen ne veut pas donner toutes ces valeurs en même temps, parce que lui, il estime que les valeurs, en tout cas ces données, le rendent un peu transparent et il faut qu'on anticipe pour lui. Donc il y a une différence entre la captation des données et la vie privée que je veux préserver. Et pourtant, vous faites travailler ces données. Ah mais là, c'est la bascule. Hein. C'est à quel moment les données, la fameuse data, après Marco, en reviendra là-dessus, parce que la data, c'est quelque chose, c'est le pari de demain. Hein. On n'est pas en avance en France, hein. Clairement, on n'est pas en avance aujourd'hui sur la gestion de la data, hein, parce que la ville de Nice, là, la métropole gère un volume de data, d'ailleurs, c'est pas quoi en faire. Hein. C'est pas quoi en faire, on imagine une grande pièce, on met la data dedans, on dit putain, on sait tout sur tout, et on en fait quoi? Une grande question. Et c'est là où il faut vraiment. C'est là où vraiment il y a un débat, philosophique, c'est-à-dire cette data, à quel moment elle nous dessert et à quel moment elle nous sert. Bon, on pourra en parler là aussi, hein, il y a quelques idées qui peuvent se mettre sur la table. Mais comment est-ce qu'on va structurer et mettre en musique le plus rapidement possible, sinon ça ne sert à rien, il aurait mieux arrêter. Parce que ce que disait Marco tout à l'heure, et c'est vrai, c'est si on doit créer des choses qui ne servent à rien, il ne vaut mieux pas les créer, c'est-à-dire que quelque part on ne fait plus rien et on va à la plage, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Si on doit travailler dans ce sens-là, comment est-ce qu'on structure cette démarche pour qu'on ne soit pas dépassé par l'outil ou par la machine, tout en exploitant au maximum tout ce que nous créons aujourd'hui? C'est vraiment l'enjeu pour lequel des gens comme Marco aujourd'hui sont appelés à venir sur notre territoire, parce qu'il faut avoir cette vision déjà de vécu dans ce domaine, parce que sinon si des gens comme moi se lancent là-dedans à 58 balais, non, la data c'est encore un truc un peu abstrait, mais je peux rapidement imaginer ce que je peux en faire, hein, par contre, hein, ça peut aller très vite. Mais comment est-ce qu'on va l'exploiter? C'est là où on a besoin d'avoir vraiment des sachants, accompagnés éventuellement avec des gens de la cité, pour que le tout donne un sens, absolument. Et là, on deviendra remarquable. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a la donnée, enfin les data qui rejoignent les données sécuritaires. Effectivement, il y a une sécurité, il y a une protection. Il y a un droit aussi à la vie privée, etc. Un droit à la déconnexion, dont on n'a pas encore vraiment parlé dans ces 2 jours, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre colloque, parce que ça pourrait être intéressant. Mais les data, au départ, c'est aussi dans l'axe sécuritaire, la volonté de récupérer des données sur la santé, la pollution de l'air, l'ozone, etc. Et c'est vrai que si on dit l'air est pollué, mais qu'on ne nous donne pas les moyens d'avoir une cité beaucoup plus saine pour respirer mieux et moins mourir de ces particules de carbone, on est embarrassé. Enfin, je pense que la ressource, et après Marco prendra la parole, la ressource dont vous en parlez, de cette... Oui, il y a un problème, effectivement. Collecter de la data, ça a été dit, mais pour faire quoi? Et puis, collecter de la donnée, enfin, disons, souvent, ce que l'on veut en faire est important avant de collecter la donnée, parce qu'on va collecter la donnée en fonction de ce que l'on veut en faire, selon un certain protocole, etc. Parce que le jour où on va pouvoir exploiter des données pour une certaine finalité, ben on va se rendre compte qu'en réalité, ça n'a pas été collecté d'une bonne façon et que c'est en grande partie inexploitable. Voilà, donc il y a une réflexion importante
en amont de la collecte de la donnée, pourquoi faire et comment il faut la collecter. Enfin, voilà, c'est un métier de collecter de la donnée. Mais il y a deux types de données. Il y a les données privées, sur lesquelles il faut avoir beaucoup d'attention, et il y a aujourd'hui des règles qu'il faut respecter. Mais il y a des données qui ne sont pas privées. Moi, je parle avec des gens de l'INRED que j'ai visité, que j'ai vraiment apprécié. Mais rappelez-vous que dans notre territoire, il y a 3 ans, 2015, à Cannes, il y a eu 3 morts pour des problèmes d'eau. Alors, ça c'est incroyable qu'aujourd'hui, dans notre monde, il se passe des choses pareilles. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que justement le président du département s'est engagé à dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour éviter totalement, ça serait stupide de le dire, c'est impossible. Mais au moins pour les prévenir le plus possible, et dans les cas où il y a quelque chose, d'informer les gens. Et là, alors, les nouvelles technologies servent beaucoup. Et pour exemple, nous on a bien visité l'INRED et on a pensé avec le président Ginesi de créer ce qu'on appelle la maison des risques, connectée dans un centre qui sera un building totalement dédié au risque, toutes les données qui regardent l'eau, le feu, la chute de pierres. Et tu peux connecter ces données, pas seulement avec des capteurs, mais avec des drones. Il y a aujourd'hui beaucoup. Et c'est là que je pense qu'il y a amené de l'intelligence. Parce que si on peut éviter tout ça, ou au moins amener une protection beaucoup plus forte au territoire et la possibilité d'informer les citoyens qu'ils ne se trouvent pas dans des situations dangereuses, ça je pense que c'est avant tout le rôle d'un département. Alors, et aujourd'hui, il ne nous manque rien pour faire ça. Alors, et la volonté... il y a peut-être quelque chose que je peux ajouter. Vous dites qu'on va créer ce centre qui va concentrer les données sur le risque pour intensifier la prévention et l'anticipation. Donc la Smart City serait sécuritaire. Mais d'un autre côté, si on n'éduque pas le citoyen dès sa plus tendre enfance à ce qu'on l'alerte d'une menace sans qu'il en ait peur nécessairement, parce qu'on voit au Japon, ils se préparent quand il y a un tremblement de terre, ils ont des réflexes, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur quand le tremblement de terre arrive, mais ils ont des réflexes qui certainement les préservent. Et ça, je pense que c'est un sujet tabou un peu en France, que d'admettre, et là c'est l'ancien sapeur-pompier qui parle, le fait que quand on prévoit ou on anticipe sur un risque, si on annonce effectivement le risque, on a un mouvement de panique. Donc il va y avoir c'est bien d'avoir des données sur le risque, de les concentrer, de voir comment on peut anticiper, mais à un moment donné, il va bien falloir informer, et en informant, il va falloir aussi avoir des citoyens aguerris, des citoyens participatifs, ceux qui sont aussi capables de recevoir un moment où on va leur expliquer qu'il y a une alerte, où il y a quelque chose à faire, sans pour autant être dans la dispersion la plus absolue. Oui, enfin, s'agissant de Cannes, enfin, c'est pas le seul territoire, mais il y a un certain nombre d'habitations qui ont été construites et d'immeubles qui ont été construits sur des zones inondables. Donc on peut se douter qu'un jour ou l'autre, voilà, et une inondation va se produire. Peut-être ce qui a manqué, alors, la donnée peut-être, mais aussi une éducation effectivement à bien agir, parce que les décès sont liés à des mauvaises réactions, des gens qui ont voulu descendre en sous-sol pour sauver leur voiture. Alors que bon, c'était pas la priorité. Et que s'il y avait eu une éducation dans ce sens-là, on aurait pu éviter ce drame. Alors c'est intéressant parce que justement ça fait la transition. Il y aura un deuxième colloque, ça me permet d'anticiper, qui aura lieu au mois de mars, 22 et 23 mars. Et le deuxième colloque de la Smart City va porter sur le catastrophisme. Parce que justement, je crois que nous sommes dans une région où on peut envisager la Smart City, et le but c'est de se dire, quand on aura tous ces beaux immeubles qui seront autonomes en énergie, qui pourront même avoir des systèmes de lumière, même s'il n'y a plus d'électricité, parce que justement ça sera des panneaux solaires, l'incident qui peut être très mal vécu aujourd'hui pourra être peut-être géré par l'immeuble lui-même. Donc ça c'est une profusion de possibilités pour les ingénieurs, mais pas seulement. Ça veut dire aussi que
le risque du futur, le danger dans le futur, la catastrophe dans le futur, ça sera un autre scénario. Il va falloir préparer les sapeurs-pompiers, il va falloir préparer les équipes de terrain à ces nouveaux incidents et ces nouvelles façons pour les bâtiments de s'autogérer et donc pour les gens d'être autogérés dans le bâtiment. Et ce qui est aussi assez paradoxal et quand même intéressant, c'est l'idée qu'en reconsidérant ainsi le territoire, c'est le renommer différemment. Donc, oui, alors la Smart City change complètement d'allure là. Alors, la Smart City, dans ce contexte actuel, si on veut parler des catastrophes, elle est intéressante là aussi avec une perspective historique. Bon, on n'a pas besoin de remonter à des siècles et des siècles, mais les populations bougent de plus en plus. Donc une Smart City au bord de la mer, d'ailleurs moi j'attendais beaucoup de l'Union pour la Méditerranée parce qu'on est au bord de la Grande Mare, alors comme disaient les philosophes justement, les atouts de Nice sont formidables, ça je rejoins complètement monsieur. Mais après, voilà, il faut essayer de ne pas dissuader les gens de venir s'installer. Donc pourquoi on ne parle pas de tremblement de terre à Nice? C'est parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Parce que tout simplement, vous avez derrière une spéculation immobilière, vous avez l'économie aussi qui est derrière et qui risque d'être touchée par des choix où on dit ah non, finalement, je ne vais pas m'installer à Nice. Voilà, c'est tout bête, hein, mais on a ce côté-là qu'on n'a pas au Japon, parce que de toute façon, au Japon, on est sur une île qui est sismique du haut en bas. Donc voilà, donc il y a ces aspects-là aussi qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, mais voilà, la Smart City va pouvoir gérer de A à Z ces risques-là. Choisissez-la, en gros, voilà, je ne veux pas caricaturer, mais et ça c'est un défi, je pense. C'est un défi dans notre contexte, même européen, hein, parce qu'en ce moment, on se demande comment on va pouvoir accueillir les Londoniens qui vont fuir le Brexit. Alors Paris est bien placé, il y avait Francfort, mais c'est pareil, là on est un peu dans le même système. Hein. C'est qu'il faut accueillir aussi l'économie et donc gérer les peurs. Ça, l'anthropologie, on sait comment ça se passe des sociétés traditionnelles, des sociétés modernes. Mais dans notre démarche, on est aussi en train de considérer des risques comme les tremblements de terre, parce qu'il y a aussi dans notre région, dans notre département, je me rappelle quand j'ai travaillé à Texas Instruments, on était sur une faille, et quand il y avait quelques petites choses, notre centre de diffusion, il avait des problèmes énormes. Enfin, ils l'ont quand même déplacé. On a ces risques, mais on a aussi des moyens pour, pas prévenir parce que c'est difficile, mais au moins pour les détecter et informer. Et c'est tout là le rôle de l'éducation qu'il faut faire. Exactement. Alors, je vais juste poser Tout à l'heure, je faisais l'aparté sur nos jeunes avec le précepte de leur être. Et vous voyez que maintenant, on aborde, nous tous là, le problème final, c'est on ne veut pas mourir. Les transhumanistes y travaillent sérieusement, hein, c'est-à-dire comment je fais pour que éventuellement je ne meure ou que je meure le plus tard possible. Comment je fais pour être sûr que là où je suis, je ne serai pas, dirons-nous, atteint par les calamités naturelles, qui sont par contre, qui font légion. Hein. On sait très bien qu'on est sur une faille ici et qu'on a potentiellement quelques risques. C'est quand même intéressant de voir que l'être humain, il continue à avancer toujours dans le même sens. Quoi, hein. Comment je fais pour vivre mieux, c'était un des sujets. Et pour vivre mieux aujourd'hui avec les moyens qu'on a, est-ce que je peux mettre de côté certains paramètres qui jusqu'à maintenant dépendaient du divin? C'est-à-dire, manque de chance, ça a tremblé. Et j'ai perdu ma famille, quoi. Grosso modo, c'est ce que font encore certains peuples. J'étais au Pérou il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu des gens vraiment consternés par ce qui est arrivé, en effet, un séisme absolument imprévu, alors qu'ils sont prévisibles, hein, parce que c'était quand même des zones sismiques. Donc, là, on boucle la boucle. Comment l'être humain pourra se donner les moyens de vivre mieux et d'être plus sûr dans sa longévité et peut-être dans l'agrément qu'il a de vivre, ça c'est vraiment des sujets qui restent toujours des sujets d'actualité. Et là, on a besoin d'innover, hein, c'est toujours de l'innovation perpétuelle. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les moyens, la réflexion et les calculateurs nous permettent d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Regardez ce qu'on a fait en 20 ans, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que ça nous déstabilise sur le plan éthique et philosophique. Bien sûr. Parce que c'est pour ça que c'est cette vitesse qui nous fait mal. Parce que ces mêmes progressions, elles auraient été sur 3 siècles, à la rigueur, on les avale gentiment. Hein. Là, c'est que ça va très très vite. Et qu'on est avec un modèle, regardez nos jeunes qui naissent aujourd'hui,
les questions qu'on se pose, pour eux, c'est pas des questions, c'est leur vie. Quoi. C'est ça. Et là, il est intéressant de voir comment on pourra, entre guillemets, gérer à la vitesse à laquelle on va ces problèmes qui alimentaient nos discussions dans les familles avec nos grands-parents à l'époque, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, parce que déjà, eux, ils continuent à 70 ans, à même plus, à exercer des fonctions, à exercer des passions, alors qu'à l'époque, ils ne faisaient que transmettre. Et comment nos enfants, à nous, qui nous poussent tous les jours un peu plus, en nous disant, attends, arrête, laisse tomber, ça je sais, ils savent déjà, alors dans les écoles, là, ils savent avant le professeur, ils vérifient que ce qu'il va dire, c'est juste. Donc on voit bien que le modèle change, mais toujours est-il qu'on tourne toujours à peu près dans le même sens et autour du même cercle, quoi. Écoute-moi, les technologies sont là, mais il faut bien préparer les jeunes à les savoir utiliser. Et une autre chose encore, malheureusement, toutes ces nouvelles technologies, ils nous viennent de l'Amérique. Et bientôt, ils nous viendront de la Chine. Si nous, au niveau européen, on ne se réveille pas, on sera en colonie. Et ça, c'est vraiment grave pour l'avenir de nos jeunes. Oui, mais vis-à-vis des GAFAMA, on a quoi? On a quelques possibilités. On a la possibilité de poser une zone d'opacité vis-à-vis des GAFAMA par le biais de l'Europe et quoi. On a quand même une entreprise locale qui a produit un contre-effet, un contre-pouvoir, qui vient de déployer un bouclier. Il va falloir maintenant soutenir l'initiative et peut-être aller plus loin avec justement l'incapacité ou l'impossibilité pour certains d'accéder aux données, et c'est la RGPD, mais enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, on va quand même arriver sur la fin de nos 2 journées. Je vais juste vous poser une question, la même tous les 5. Vous me répondez selon vos distinctions respectives, vos axes de recherche ou de pertinence dans vos métiers. La table ronde portait sur les ressources, et moi j'ai envie d'y ajouter humaines, et portait sur la création, et moi je dirais du nouvel homme. Ressources humaines dans une Smart City qui risque de devenir trop froide si elle n'est que technologique, et cet humain qui va être un humain connecté qui ne peut pas refuser le modernisme et qui a du mal quand même à renoncer à des choses qui peuvent quand même lui faciliter la vie, comment ce nouvel homme va se créer? Qu'en pense Marc Rolandi? En deux phrases, de manière à ce que tout le monde puisse conclure sur sa fonction. Moi, je crois beaucoup aux nouvelles technologies, mais je suis certain que si nous, on ne prépare pas, d'un point de vue d'éducation, de préparation, les jeunes à utiliser, mais pas seulement utiliser, à créer, parce qu'il faut aussi être créateur de nouvelles technologies, on sera dépassé. Et là, l'intelligence artificielle est là, on ne l'aperçoit pas, et sera là encore plus forte. Et si on ne prépare pas les jeunes, ils seront complètement dépassés. Stéphane? Oui, moi, une réflexion qui n'est pas du tout en lien avec ce que je peux faire, mais bon, l'homme est un animal grégaire et il est partant de vivre en société, en partage, etc. Et donc, j'espère que les nouvelles technologies permettront de créer un vrai lien, que ce ne soient pas des liens un peu virtuels. Voilà, parce qu'on a des comportements qui font parfois un peu peur, chez les jeunes notamment, quoi, qui se parlent de façon interposée par le smartphone, mais qui à côté se parlent par le smartphone, n'ont pas de vrai échange, c'est parfois un peu surprenant, mais bon, j'espère que... Chez les vieux aussi, ça commence. Chez les vieux aussi, oui. Alors moi, je suis déjà un industriel, et en plus plutôt scientifique. Donc comment je pourrais renier et réfuter ce qu'est l'évolution d'aujourd'hui? Elle est extraordinaire, extraordinaire. Rappelez-vous quand même quand les fameuses blanchisseuses que nous avions sur le palier, on lavait avec leurs planches en bois, et que l'ADEME a sorti, je crois que c'est l'ADEME, a sorti sa première machine à laver, c'était une révolution. On allait mettre au chômage ces femmes, on allait enlever le savoir laver. Excusez-moi, depuis, j'ai jamais entendu ma femme me demander de reprendre une planche à laver, je vais vous le dire. D'ailleurs, je refais de même, et je finis. Ce qui veut dire que cette évolution technologique, on ne peut pas la réputer extraordinaire. Par contre, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. L'homme, nous, là, on se réunit, on essaie de faire bouger les lignes, mais c'est un enjeu politique. Aujourd'hui, j'ose croire que la démocratie restera souveraine,
et qu'elle se répandra sur la planète, que l'égalité pourra prendre un sens, et que le politique prendra la notion de l'importance du modèle en fonction de cette nouvelle approche, de ce nouvel outil. Que serons-nous dans 10, 15, 20, 30 ans? Je n'ose même pas le dire à la vitesse où on avance. Par contre, ce qui est clair, c'est que si nous ne mettons pas les moyens aujourd'hui, tant financiers que de volonté humaine, de passer en effet de l'apprentissage de ce qu'est cette nouvelle vie à l'utilisation de ce qu'est cet outil, là, ça risque d'être très grave. Ça risque d'être très grave. On risque d'arriver à des situations qui risquent de créer, comme tu l'as parlé tout à l'heure, tu vas en mois de mars parler du côté négatif et du côté du refus d'aller dans ce sens-là. Il y en a beaucoup. On risque d'avoir vraiment une opposition entre deux modes de vie. Comment est-ce que ce mode de vie s'intègre parfaitement dans une évolution qui est de fait? C'est un enjeu pour moi qui reste un enjeu politique. Et si on peut y contribuer, on y contribuera. En fait, en mon sens, il faut continuer à être encore plus dans le concept, encore plus dans l'utilisation d'outils comme la prospective stratégique, comme donc tous ces outils de modélisation, de recherche, avant de produire et de repenser en permanence les choses, ce qui amène à une innovation permanente, notamment pourquoi Internet, exemple, est devenu dès le départ un outil économique et non pas un outil essentiel d'apprentissage complètement gratuit. Pourquoi est-ce qu'on en a fait un outil économique? Donc il faut repenser les choses et surtout créer des régulateurs essentiels comme il vient d'être créé la Smart City, philosophie et éthique. Voilà un régulateur essentiel qui nous permet de se dire, de nous protéger quelque part. Et de nous dire, bon, heureusement, c'est une émergence régulatrice extraordinaire parce que on se dit, il faut qu'il y ait des personnes comme Laurence Vanna qui puissent penser, réfléchir, mettre des garde-fous et nous redonner un cadre, nouvelle émergence, un cadre pour avoir une meilleure vie à long terme. On est toujours dans la prospective au sein de la Smart City. Alors, d'un point de vue, là aussi, anthropologique, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai que l'humanité est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel parce que, oui, jusqu'à la fin du 19e, on était resté à l'âge du bronze, quoi. Et qu'après, avec la révolution industrielle, l'apparition de l'aviation, enfin, ça commençait à être exponentiel, donc on en est à des avancées technologiques qui on va peut-être en vivre l'homme y est pour beaucoup. Moi j'insiste sur le fait qu'il y ait changement climatique ou pas, de toute façon il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas polluer. De toute façon, je pense que déjà si on éduque la jeunesse pour tout simplement pour ne pas polluer, tout simplement, quand on modifie ou pas le climat, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que je suis assez confiant en l'humanité pour survivre aux prochains défis qu'il va avoir. Je pense que l'intelligence artificielle ou pas, robot ou pas, transhumanisme ou pas, ça ne restera que des outils. Tout ça, ce sont des outils. Et on va s'en servir comme d'habitude en bien et en mal, ça il ne faut pas se faire d'illusions, mais voilà, l'humanité maîtrisera en quelque sorte, je pense, cette avancée. Après, il ne faut pas être trop, là aussi, ethnocentrique, ce que nous voyons aux États-Unis, en Europe, c'est pas ce qui se passe partout non plus dans le monde. Bien que la mondialisation va avoir tendance à, j'emploierai ce mot qu'il faudrait employer, à démocratiser aussi l'avancée technologique partout, les réactions sont différentes un peu partout. Par exemple, je pense qu'on sous-estime par exemple la place que va avoir la Russie, qui a un immense territoire, ils sont que 150 millions, et voilà, il faut aussi penser le monde en termes de géostratégie, en termes bien sûr de géopolitique, et il est bien difficile pour les anthropologues comme pour les autres d'anticiper ce qui risque de se passer. J'avoue qu'on faisait dans les années 90 des pronostics, je peux vous dire, mais ce qui se réalise, c'est pas du tout, notamment les communications,
En sciences humaines, on ne pensait pas que ça allait exploser de cette façon-là. Et notamment ce côté nomade que donne le mobile. Voilà, je parle trop, c'est ça. Le côté nomade que donne le smartphone, on n'y avait pas pensé.